Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live de Ça coule de source, le troisième de la saison 4, pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Solène Rivoal. Bonsoir Solène. Bonsoir. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, petit rappel de ce que c'est que Ça coule de source. Ça coule de source, c'est une chaîne Twitch pour découvrir les cuisines de l'histoire et tout ce que vous n'avez jamais osé demander. Dans chaque live, on décortique une source, c'est-à-dire un document de typologie différente. Ça peut être un plafond peint, ça peut être un parchemin, une photographie. Tout type de source est admis, qui nous ouvre les portes vers des sociétés à découvrir grâce à une chercheuse, en l'occurrence Solène, ou un chercheur que nous interviewons. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir ici même en live ou sur la vidéo en replay dans quelques jours. Vraiment, n'hésitez pas. Cette émission est un petit peu particulière. Comme vous le savez peut-être si vous avez suivi l'actualité récente de la discipline historique, nous avons, euh, nous avons appris vendredi passé le décès d'une grande historienne de l'Italie médiévale et renaissante, particulièrement spécialiste de l'histoire de la famille, de l'histoire des femmes et du genre et de l'anthropologie historique, Christiane Klapich-Zuber. Euh, Nous avons décidé de lui dédier cette émission, sachant que ce soit Catherine, autre membre du collectif Ça coule de source, que ce soit Solène ici présente, ou que moi-même, en l'occurrence, nous sommes tous des italianistes, nous sommes tous marqués et influencés par les travaux de Christian Capizuber. Et donc, voilà, nous allons échanger très rapidement sur la manière dont elle a fortement influencé la discipline, sur la manière dont son œuvre restera présente pour chacune et chacun d'entre nous dans la discipline. Et donc, n'hésitez pas également à poser vos questions. Nous ferons un post d'ici quelques jours pour parler aussi de la méthode de recherche de Christian Capizuber. Et voilà. Solène, euh, est-ce que si je te dis Christian Capizuber, qu'est-ce qui te vient? Est-ce que un moment te parle, une lecture particulière? Ouais, bah, c'est toute son travail sur les familles toscanes, donc La Maison et le Nom, et Se faire un nom aussi, qui était plus récent. Mais La Maison et le Nom, c'est 90 et c'est aux éditions Le HESS, c'est un super livre. Moi, je l'ai découverte comme ça. Et j'avoue que ben, son approche à la fois de l'histoire de la famille, de l'histoire du genre et aussi de cette anthropologie historique dont tu as parlé, moi, m'a beaucoup influencée dans mes recherches. Donc, voilà, après, j'ai lu aussi pas mal de ses travaux plus récents. J'avais lu aussi une interview d'elle, un entretien qu'elle avait donné à Claire Jude de la Rivière, dont je parlerai aussi tout à l'heure dans Le Monde. Et c'était assez passionnant d'avoir accès aussi à l'historienne dans son siècle. Voilà, elle a quand même une vie particulière. Elle a vécu des choses assez extraordinaires. Elle avait un engagement incroyable. Et donc, je pense que c'était à la fois une historienne hors pair et puis une personnalité vraiment. Et donc, je pense que c'est une grande perte pour notre milieu. Et puis, il faut continuer à la lire, faut la faire vivre à travers nos travaux. Je pense que c'est très important de garder son héritage et de le faire vivre et continuer dans son sillage. Merci beaucoup pour ton témoignage, Solène. Je vais livrer le mien. De nombreux témoignages ont été livrés par de nombreuses personnes, pour remettre les mots dans le bon sens, sur les réseaux sociaux depuis depuis samedi matin en l'occurrence, mais l'annonce de son décès vendredi. Je vais vous livrer le mien. Alors, sur des thématiques, nous travaillons sur la même période, c'est-à-dire l'Italie du Nord, du centre, 14e, 15e siècle, entre fin de la médiévité, début de la modernité. Forcément, j'ai lu ses travaux. L'influence de ces travaux dans les miens, même si travaillant sur les condottières et elle plutôt sur de l'histoire du genre, peuvent paraître assez éloignés. Mais d'une part, sa méthodologie de recherche, euh, La Maison et le Nom a fait partie des travaux importants pour moi pour retracer les parcours des familles mercenaires dans l'Italie des Renaissances. Et surtout, j'ai eu le plaisir de pouvoir la rencontrer à l'occasion d'un séminaire où, lorsque je lui ai parlé de mes recherches
Elle a accepté d'en parler avec grand plaisir. C'était quelqu'un de très accessible, qui était aussi très intéressé par nombre de travaux. Et elle m'a beaucoup fait sourire parce que quand je lui ai dit que je travaillais sur les condottières, donc sur un sujet d'histoire militaire, elle a fait, mais vous savez que je suis antimilitariste. Donc, ce qui nous a donné, voilà. Mais bon. Donc, nous vous préparons un petit post. Voilà, c'était un petit moment hommage que nous souhaitions faire. Je n'oublie pas, surtout en tant que secrétaire adjoint de l'association Mnemosyne pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, son rôle dans l'histoire de la famille, encore une fois, dans l'histoire des femmes et du genre, dans la mise en lumière à la fois des Florentines et des Toscanes du XVe siècle qu'elle a fait de par son étude du cadastre de 1427, comme par la Maison et le Nom et par les nombreux travaux qui en ont suivi. Mais voilà, nous sommes en train de vous préparer un petit post et qui sera bientôt disponible sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On va revenir un petit peu sur le sujet de l'interview. On va revenir dans le cadre un peu plus traditionnel. Solène, donc pour te présenter, tu es maîtresse de conférence à national universitaire Champollion à Albi, qui est rattaché à l'Université de Toulouse. Tu es membre du laboratoire Framespa à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès. Tu es spécialiste de Venise au XVIIIe siècle et tu t'intéresses particulièrement à la manière dont les sociétés méditerranéennes organisent l'exploitation des espaces maritimes et des ressources à l'époque moderne, en particulier au XVIIIe siècle, ce qui a amené à la publication de ta thèse sous le titre Les marchés de la mer, une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle, aux éditions de l'École française de Rome, il y a 2 ans maintenant, en 2022. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours finalement? Comment es-tu devenue maîtresse de conférence et comment as-tu été amenée à travailler sur ce sujet-là? Ouais, bah, merci pour cette question, Peter. Alors, moi, je pense que ma découverte de Venise, c'est vraiment, je l'ai faite en... Bon, je connaissais Venise parce que j'étais déjà allée un peu, je pense, comme beaucoup d'entre nous, en voyage. Donc, je l'ai visité en tant que touriste. Ça m'a beaucoup déplu. J'ai trouvé ça assez affreux, Venise en tant que touriste. C'était bien trop impersonnel et beaucoup trop visité et beaucoup trop inconnu pour moi. Donc voilà. En revanche, j'ai fait une année Erasmus en master et je suis allée à Venise parce que le programme était intéressant. C'était plutôt des échanges avec des enseignants, chercheurs en histoire sociale. Moi, c'était ce que je voulais faire. Donc voilà, je suis partie en master. Et en master, j'ai découvert à la fois les archives que j'ai trouvées fantastiques. Mais bon, vous avez dans l'équipe des spécialistes de Venise et notamment une qui a dû en parler avant moi, mais les archives de Venise, c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est un monde en soi, c'est assez fabuleux. Le lieu est magnifique. Voilà, il y a vraiment, vraiment des fonds qui sont inépuisables à l'échelle d'une vie. Je pense qu'on peut passer clairement l'ensemble de sa carrière sans avoir découvert un dixième de ce qu'il peut y avoir dans ces archives. Donc c'est assez fascinant. Et puis j'ai découvert à la fois la ville, puisque je me suis installée pendant un an, donc mon année Erasmus là-bas. Et c'était une ville incroyable. Vraiment, je sais pas, se lever le matin sans avoir aucun bruit de voiture, par exemple. C'est assez particulier. Enfin, voilà. Faire attention à ses poubelles et à devoir les sortir le matin, parce que sinon, il y a des goélands qui les répandent sur le sol et donc c'est interdit. Toutes ces petites choses du quotidien qui font sentir qu'on n'est pas sur un territoire tout à fait similaire à ce qu'on connaît, ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Et donc je pense que ma rencontre avec Venise, elle a été très forte à ce moment-là. Voilà. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai terminé mon master, j'ai passé les concours à Paris. Je suis allée à Paris pour passer les concours. Mon master, je l'ai fait à Toulouse. Et puis ensuite, j'ai enseigné 2 ans en région parisienne. Et ça, je trouve ça assez fantastique parce que ça nous apprend vraiment à enseigner, je pense, quand on a un public qui n'a pas envie nécessairement qu'on lui parle de Louis XIV, de la Révolution française, etc. Et puis voilà, et ensuite j'ai eu la chance de décrocher une bourse de thèse à Marseille avec ma directrice de thèse, donc Brigitte Marin. Et donc, c'était une bourse de thèse qui était
de l'EFR, de l'École française de Rome. À l'époque, Brigitte Marin n'était pas la directrice, mais elle était professeure des universités à Aix-Marseille, mais elle m'avait encouragée à déposer un dossier. Donc, je pense que j'étais la deuxième bourse de l'EFR. Maintenant, c'est assez connu. Il y en a une ou deux par an. On peut faire un doctorat avec l'EFR. Oui, Et moi, je pense que c'était la deuxième ou la troisième année que le dispositif existait. Et puis du coup, je me suis inscrite en thèse, donc enfin, et j'ai parcouru en long, en large, en travers un triangle assez méditerranéen assez sympathique, parce que j'étais à Rome, à Venise et à Marseille. J'enseignais à Marseille, j'avais un monitorat, et puis après j'étais à Venise beaucoup pour les archives, et à Rome aussi parce que j'étais liée à l'école. Voilà. Et puis j'ai fait ce contrat pendant 3 ans. Pendant 2 ans, j'ai eu un ATER. Après, j'ai terminé ma thèse. Donc j'ai fait ma thèse en 4 ans et demi, 5 ans. Et puis après, j'ai fait un postdoc à Londres. Et ça, c'était hyper riche aussi. C'était une très belle expérience. J'ai appris du coup un autre cadre académique et ça, c'était très, très chouette. Et puis après, je suis rentrée en France. J'ai eu un ATER à l'université de Tours. Et d'accord. j'ai postulé pour des postes de maître de conférence et j'ai été recrutée en 2020. Voilà. Oui, Euh, donc c'est encore assez récent. ouais, c'est assez C'est récent. Ouais. assez récent. Félicitations. Non, merci. Je sais pas, On c'était voit que un tu as peu quand long, même eu mais un parcours extrêmement riche. Donc, oui, oui. Bah, c'est pour ça que pardon, hein, je vais essayer de parler un peu moins, mais non, c'est mais un parcours qui, enfin, je pense que, voilà, un parcours qui est fait entre trois académies, par exemple, ça m'a beaucoup servi, je pense, pour le poste, enfin, et puis pour maintenant, parce que du coup, maintenant, je peux faire des cours en italien, en anglais, donc ça, c'est assez apprécié aussi par l'université. Et puis voilà, enfin, multiplier les expériences, moi, ça m'a enrichi beaucoup. Voilà, donc je suis assez contente en fait d'être passée par plusieurs académies différentes et plusieurs lieux différents. alors, je vais reciter Christian Clapeyre-Zuber sur un petit point. Elle me rappelait, lorsqu'est sorti Mariage à la Florentine, Mm, il y a maintenant 3 ans, 2021, que les deux grandes écoles d'historiographie italienne pour la période médiévale et la période moderne, c'était les vénétianistes et les florentinistes. mm. Elle-même était florentiniste et nous sommes tous trois avec Catherine, puisque la personne qui a parlé des archives de Venise que mentionnait Solène, c'est bien évidemment Catherine Rido-Kikuchi. Donc, je vous renvoie vers la première émission de la saison 4 où nous parlions certes de Bologne, mais où Catherine avait également expliqué la richesse des archives vénitiennes et son basculement vers les archives polonaises. Euh, tout ça pour dire que nous sommes des vénétianistes ici. Et donc, l'attachement à Venise se voit 2 émissions sur 3 dans la saison 4 qui vont parler de Venise déjà, Ouais. mais ne vous en faites pas, le lobby italien va lâcher un peu les rênes de sa coule de source pour les prochaines émissions. Euh, Je te propose que nous passions au cœur de l'émission, la source. Donc, Ouais. quelle est la source que tu as décidé de nous présenter aujourd'hui? Alors la source que je vous présente, c'est une source qu'on appelle à Venise Mariegola. Mariegola, ça vient de matricola en italien, donc Mhm. matricule, et qui sont en fait des statuts de corporations, de communautés, de collectifs. Moi, je préfère utiliser le terme de collectif ou d'entité collective, parce qu'il y a un grand renouveau historiographique autour des corporations et que je m'inscris dedans et que j'aime bien ce terme de ou communauté ou être collectif. Euh, D'accord, Mais donc voilà, donc c'est à la fois des sources qui sont très connues, parce que les statuts de corporation, c'est quand même des sources qui ont été bien étudiées, qui ont été bien étudiées à Venise parce qu'il y a un grand fonds qui se trouve au musée de la bibliothèque Correr, donc sur la place Saint-Marc, ce qui n'est pas pour déplaire. On a en fait ce fonds Correr, donc Correr c'était un collectionneur qui est mort dans les années 1830 et qui a livré un grand fonds en fait à ce musée et ça fait, je pense qu'il avait, enfin je crois, j'ai vérifié tout à l'heure, mais c'était environ 1500 manuscrits. Et dans ces 1500 manuscrits, donc il avait essayé, il est né dans les années 1780, je crois, ou 1770, 1780. Et son mhm. idée, c'est à partir du moment où il a eu un peu d'argent et les moyens financiers pour le faire, ça a été de collectionner, de retrouver en fait un ensemble de sources de la République de Venise qui était donc terminée, qui n'existait plus.
pour en faire une sorte de collection de fonds de ces archives. Et dans ce fonds, en fait, on trouve environ 200 Mariegole de ces collectifs vénitiens. Ça peut être des corporations au sens réduit du terme, restreint. Ça peut être des communautés comme celle que moi je vous présente et sur lesquelles j'ai travaillé. Et ça peut être aussi des confréries. Enfin voilà. Donc des collectifs au sens un peu large. Et on en a à peu près 200 dans ce musée. Si je vous en parle, c'est d'abord parce que moi, je trouve que c'est encore des documents passionnants qui ont encore des choses à dire. Et puis la deuxième chose, et si je peux utiliser quand même mon PowerPoint, en fait, c'est que Mais bien sûr. voilà, ce sont des beaux objets. Et là, vous avez la Mariegola des pêcheurs Nicolotti, donc des pêcheurs de San Nicolo, que moi j'ai étudié en entier, et qui en fait est un manuscrit qui date du début du XVIIIe siècle. Voilà, et en fait, c'est une compilation de textes, mais c'est un texte en fait qui a été réécrit au XVIIIe siècle. Donc on a plusieurs versions et pour les Nicolotti, on en a deux de versions. Une plutôt ancienne qui est pas du tout entière, et puis celle-ci qui est une sorte de copie, mais de copie fonctionnelle pour le XVIIIe siècle. Donc on sait que c'est celle que les pêcheurs utilisaient au XVIIIe siècle. En tout cas, la communauté utilisait au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on trouve dans une Mariegola? Et ensuite, on pourra peut-être passer à d'autres questions, mais juste peut-être pour spécifier, qu'est-ce que c'est que les statuts de ces corporations, en tout cas ici? En fait, c'est le lieu de communication entre le collectif et les magistratures à Venise. Donc c'est une sorte de biographie de l'entité collective avec l'ensemble des textes qui régissent le fonctionnement de l'entité collective. Et donc, ce fonctionnement de l'aide collective, c'est pourquoi je dis biographie, c'est parce que les textes s'empilent au fur et à mesure du temps, avec des nouveautés, des nouvelles choses. Donc on peut les suivre très régulièrement et on peut essayer de comprendre à quel moment, en fait, ces collectifs ont été plus ou moins importants, à quel moment ils ont été en relation avec telle ou telle magistrature à Venise, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, en gros, c'est composé à la fois de décrets du Sénat, de décisions des magistratures, ou alors de décisions du collectif en soi qui prend des décisions aussi et qui les note sur cette Mariegola. Voilà. Alors, merci pour ta réponse qui est très claire sur la typologie du document et qui nous permet d'y voir vraiment, c'était extrêmement clair et bien défini. Ce que j'en retiens, corporation, Ouais. donc la corporation des pêcheurs, c'est c'est un cas atypique vénitien d'avoir des Mariegole ou c'est vraiment finalement une forme un peu plus commune à... Ouais, non, alors, c'est pas hors du commun du tout, les Mariégolais, puisque je te dis, il y en a à peu près 200 et il y en a pour tout, enfin, pour beaucoup, beaucoup de métiers. On peut trouver les Mariégolais des courriers, les Mariégolais des gens qui vendent des fruits, des légumes, enfin, voilà, plein de choses différentes, de ceux qui fabriquent des miroirs. Donc, on a à la fois des artisans, des vendeurs, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de Mhm, choses. Euh, pourtant, en fait, dans mon domaine, la pêche, les pêcheurs, etc. Alors tu dis la corporation des pêcheurs, c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que c'est le collectif le plus ancien de d'accord. pêcheurs dans la lagune de Venise. Mais il y a plusieurs communautés en fait à Venise et donc c'est une des communautés de pêche. Donc elles n'ont pas, enfin en tout cas les Nicolotti, c'est pas la corporation des pêcheurs au XVIIIe siècle. C'était sans Mhm, doute la corporation des pêcheurs au XIVe siècle parce qu'il n'y en avait pas forcément plus. Mais avec l'importance de la pêche, se développent en fait d'autres collectifs. Et c'est bien pour ça qu'en fait le terme de corporation, ou en tout cas la corporation au sens strict, telle qu'on l'a étudiée dans les années 80, pour moi, elle n'est pas satisfaisante dans la mesure où on a vraiment plusieurs collectifs qui s'affrontent, qui se font concurrence, qui ont des spécificités qui leur est propre, mais qui sont sur un même marché et qui évoluent sur un même mhm. marché. Donc, par rapport au modèle plutôt français médiéval des corporations, je prends la corporation des Nôtes, par exemple, pour Paris, on n'est vraiment pas sur le même modèle. Là, on parle vraiment de communautés avec leur identité propre, mais qui pratiquent le même métier, mais qui sont plurielles, de fait. Oui, oui, en fait, c'est pas non plus. Enfin,
pourquoi est-ce que j'emploie pas ce mot? C'est que d'abord, il y a plusieurs communautés de pêcheurs. Et ensuite, parce que à Venise, être pêcheur, enfin, ou en tout cas, être défini comme pêcheur, ça n'est pas du tout un métier. Ça veut juste dire faire partie d'un collectif qui gère le marché du poisson. Mais du coup, vous pouvez être pêcheur à pied, pêcheur salarié sur un bateau pendant 3 semaines en Adriatique. Vous pouvez être celui qui apporte le poisson sur le marché. Vous pouvez être celui qui vend le poisson au marché. Donc, en fait, c'est un ensemble de métiers en fait réunis dans un collectif qui s'occupe au sens large du commerce du poisson. Mais vos activités peuvent être complètement différentes. Voilà, on peut avoir plein D'accord. d'activités très très différentes au sein de la corporation, du collectif du coup. Du collectif, oui. Ouais. On va voir que la sémantique va avoir un rôle assez important finalement pendant toute l'émission. Pour, du fait, tu nous dis que c'est la Mariagora dei Nicolotti, donc tu parles de San Nicolo. Mm. Euh, c'est une paroisse vénitienne particulière? Oui, c'est une paroisse qui est particulière. Alors je pense que j'ai. Est-ce que je vous ai. Ouais. Si vous regardez là, enfin, en tout cas, j'espère que ça se voit sur le plan. Bon, ça, c'est une carte, c'est un plan de Venise que moi j'ai beaucoup, beaucoup étudié, qui fait partie hein, des collections de la BNF et qui a été numérisé par Gallica et extrêmement bien numérisé. C'est-à-dire que quand vous allez sur des zooms, on peut zoomer aux paroisses et je l'ai utilisé notamment dans un article sur la paroisse des Nicolotti. Et donc, cette Mhm. paroisse des Nicolotti, elle est ici. Elle est au bout, là, en D'accord. fait, à l'extrême ouest, en fait, de la ville. Et elle est assez particulière parce que, en fait, c'est pas du tout un espace. Au départ, au XIVe siècle, on dit que c'est pas un espace qui est relié au reste. Donc, il devait. Enfin, les ponts sont assez tardifs, a priori, pour Oui. relier le cadre. Ici. Mais là, j'ai pas les zooms fabuleux de Gallica. Mais ici, en fait, il y a une espèce de plage une grève, en fait, où les pêcheurs mettent leurs bateaux sur la grève Mhm. et ensuite derrière un ensemble de toutes petites rues avec des toutes petites maisons de pêcheurs qui sont entassées les unes auprès des autres. Et de cette paroisse, en fait, reste assez peu de choses à Venise parce qu'on a souvent tendance à dire que Venise n'a pas trop évolué. C'est pas le cas du tout de cet espace-là parce que c'est le cas. Enfin, aujourd'hui, c'est la paroisse où il y a le port, la Stazione Marittima. Et donc, Mhm. il y a à la fois eu le port au XIXe siècle, il y a eu aussi une manufacture, donc des usines dans cette zone-là, qui sont aujourd'hui des bâtiments réhabilités par la fac, par l'université. Mais du coup, c'est un espace qui a été beaucoup transformé en fait. Et on a de San Nicolo en fait la place publique avec l'église. Mais on n'a pas, enfin, vous voyez, tout ce qu'il y a là, toute cette langue de terre, en fait, a quasiment disparu. Et puis ici, c'est là D'accord. où on parque les grands bateaux qui n'ont pas disparu encore de la lagune, qui sont interdits, autorisés, mais donc ils sont Mhm. là. Voilà. On mettra le lien de la numérisation Gallica dans la présentation de la vidéo du replay de Ouais. l'émission, ainsi que dans les différentes publications. Comme ça, nos auditeurs et auditrices pourront voir en direct le plan et profiter du zoom de Gallica. Mm. Euh, alors, quelle est la spécificité finalement de cette Manicola dei Nicolotti par rapport aux autres du même type sur lesquels tu as pu travailler? Alors, bon, d'abord, sa spécificité, c'est que quand on se retrouve dans des archives vénitiennes ou dans des archives d'État, enfin, bon, on a tous un peu l'habitude de voir ce type d'archives, on sait que les archives ont une histoire, on sait que les documents ont été parfois dispersés, parfois regroupés au 19e siècle par des archivistes, etc. Donc, on n'est jamais très sûr, quand on trouve des liasses, de la manière dont elles se présentaient pour nos acteurs ou pour les acteurs qu'on étudie. Et là, ce qui est émouvant pour moi, j'en ai déjà un peu parlé, mais si je reviens donc sur cette Marigola, c'est une Marigola qui en fait est enfin je l'ai trouvée en fait dans une mention d'un document, mais je sais que c'est celle que les pêcheurs manipulaient en fait. Donc ça c'est quelque chose qui moi m'a un peu émue parce que Mhm. c'est assez rare pour moi d'avoir une utilisation d'un manuscrit qui était une utilisation que la communauté de pêcheurs pouvait avoir. Ensuite, dans la fabrication en fait de ces collectifs, ce qui m'intéresse, c'est que en fait on voit
On a souvent tendance en histoire à parler des normes et de la pratique. Voilà, et d'être toujours un peu autour d'une histoire théorique et puis une histoire pratique, et puis on essaie de réduire l'écart entre les deux, mais bon, on a parfois du mal à l'analyser en termes de méthode. Et ici, en fait, pour moi, enfin moi je lis les Mariégolais comme une législation appliquée, c'est-à-dire où les règles se sédimentent progressivement, mais qui fonctionnent de manière pratique, c'est-à-dire que c'est le règlement auquel vont se référer tous ces pêcheurs, enfin les communautés de pêcheurs. Et c'est une utilisation donc qui me semble pratique et pragmatique, c'est-à-dire les lois dont on a besoin, elles vont être inscrites, celles dont on n'a pas besoin ne vont pas être inscrites. Et donc du coup, pour le faire assez rapidement, hein, dans ces Mariégolais, si je vous trouve enfin, l'intérieur, là c'est le début de la Mariegola. Euh, enfin, par exemple, donc on trouve pas mal de textes, mais si je vais dans les fonds des magistratures qui ont euh, géré cette communauté et dont on trouve hein, des éléments ici, euh, en fait, il y a des textes qui n'apparaissent pas dans cette Mariegola. Et donc, cette Mhm. Mariegola, ça signifie que sans doute ces textes n'ont peut-être pas été appliqués, ne sont peut-être pas importants pour le collectif. En revanche, il peut y avoir des choses ou des textes qui ont été appliqués pour les Nicolotti, mais qui ne sont pas des victoires pour les Nicolotti, parce que dans la Mariegola, on n'a que des textes qui, en fait, sont plutôt des victoires de la Mhm. communauté, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils commencent une forme de négociation avec le pouvoir ou de négociation avec d'autres collectifs, c'est seulement leur victoire qu'ils marquent sur la Mariegola. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on ne peut pas faire l'histoire d'un collectif seulement avec ce document, parce qu'il nous manque en fait tout un pan qui n'a pas été réécrit. En revanche, moi, je le lis vraiment comme un document qui est fait, enfin, comme des actions en fait de la communauté, c'est-à-dire comme des luttes, des négociations, un collectif en train de se créer finalement, et le résultat de cette création, on l'a un peu sous nos yeux. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai lu. Et donc, par rapport à d'autres recherches dans les archives d'État, je le vois comme un collectif en train de se faire, quoi. Oui, parce que finalement, on est sur une forme de source un peu atypique. Euh, Elle compile à la fois les victoires, donc elle est forcément subjective. On pourrait presque considérer que c'est une forme de livre d'histoire de la communauté. Oui, bah enfin, moi c'est ce que tu vois, c'est la manière dont j'en ai parlé au début, mais pour moi c'est une sorte de biographie ou une hagiographie si on veut, enfin Mhm. voilà, quelque chose de effectivement déformé pour la communauté, enfin pour mettre en valeur cette communauté, euh, mais en même temps qui nous raconte les strates Oui. d'existence de ce collectif, quoi. Et par exemple, c'est très clair que les Nicolotti, c'est un collectif très puissant en termes d'histoire économique et sociale, enfin en termes d'activité économique et sociale de la ville à partir du 14e, 15e et 16e siècle. Donc jusqu'au 16e siècle, on a vraiment des textes qui légifèrent sur les zones de pêche, les zones de vente, voilà, avec un collectif qu'on sent très influent dans la ville. Et puis Mhm. progressivement, on sent une perte d'activité. Et au XVIIIe siècle, en fait, la plupart des textes de la fin du XVIIIe siècle sont des textes où on voit que la communauté négocie sa place dans les processions de la ville. Voilà, sa manière de se mettre en valeur en tant que collectif de la ville, mais comme s'il n'y avait quasiment plus d'impact économique et social de leurs activités sur les marchés de la mer. Et ça, voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour moi, dans la mesure où on passe d'une activité effective à des fonctions de représentation d'un collectif Oui. qui a de moins en moins d'importance en fait dans la ville et qui essaie coûte que coûte d'exister dans ces représentations en tout cas. Finalement, la Marigola sert aussi à garder trace Oui. de tout ce passif. Tu nous mentionnes que la grande période d'évolution pour ces communautés, c'est plutôt la fin de l'époque médiévale, période renaissante, début de l'époque moderne. Est-ce que tu en as trace dans cette Mariagora?
particulière du XVIIIe siècle ou est-ce que elle commence vraiment sur la partie que tu étudies? Non, en fait, enfin, bon, moi, j'ai dit que je travaillais sur le XVIIIe siècle parce que mes questions historiographiques sont sur le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que Mhm. je travaille vraiment sur un basculement au XVIIIe siècle d'un marché qu'on peut considérer comme un marché presque anonaire, c'est-à-dire où le poisson est une des bases de l'alimentation des Vénitiens, et ça, j'essaie de le démontrer dans ma thèse et dans mon livre, à un marché qui est soumis à des lois liées aux nouvelles idées du libéralisme notamment. Et ça, c'est très clair, on le voit très clairement. Donc ça, c'était vraiment mes interrogations, mes recherches et ma manière de le traiter. Après, dans la thèse, j'ai eu besoin d'avoir accès à, oui, à la totalité de l'existence du collectif pour essayer de voir quelles étaient les manières dont il avait existé auparavant. Et c'est pour ça que moi, ce que je vois au XVIe siècle, c'est que je vois que les Nicolotti sont une des seules communautés qui sont sur le marché de Venise. Et puis progressivement, arrivent des textes législatifs qui font une part plus importante à d'autres communautés, et notamment la grande communauté qui, en fait, met à mal toute l'activité des Nicolotti, c'est Chioggia. C'est la communauté de D'accord. Chioggia. On date, là, il y a des historiens vénitiens qui ont travaillé dessus, mais on date l'essor de la communauté de Chioggia vers le XVIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, parce que ce sont eux qui vont se lancer dans la pêche plus longue en Adriatique, la pêche au chalut, voilà, Mhm. et qui vont ramener des quantités incroyables de poissons sur le marché, ce qui n'était pas le cas, ou ce qui était moins le cas jusqu'à présent. Et les Nicolotti n'arrivent pas, en fait, à faire cette transformation technique, ce qui les marginalise, en fait, sur le marché. Alors, j'allais te poser la question, est-ce que tu peux préciser où se trouve Chioggia par rapport à Venise? Mais je Oui. vois que Catherine a publié la fiche Wikipédia de l'île dans le chat, donc Merci, n'hésitez Catherine. pas, n'hésitez pas à aller voir. Finalement, ce qui ressort de cette présentation de la source, c'est qu'on est sur une source qui est au croisement à la fois de l'histoire environnementale, Ouais, de l'histoire sociale, de l'histoire politique de oui, Venise. ouais. Donc, c'est la parfaite transition vers la question que je souhaitais te poser, ouvrir le second temps de l'interview, plutôt sur la partie analyse globale finalement de ton sujet, de ton livre et de tes recherches. Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de la situation à la fois donc économique, politique, sociale, de la situation vénitienne au XVIIIe siècle? Ouais, oui, mais alors je veux bien. Est-ce que je peux revenir sur justement cette idée d'histoire politique, etc. Parce qu'en fait, Oui. en y réfléchissant un peu, et puisqu'il est 21h08 et qu'on sait depuis 40 minutes que nous n'avons plus de gouvernement, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de vous montrer quand même rapidement comment est-ce que moi j'ai travaillé par exemple sur la source avant, et puis du coup ça va faire le lien avec ta question. Mais par exemple, dans cette Mariegola et dans ce collectif, moi j'ai vu de des pratiques très répandues de vote. Alors D'accord. vous avez sans doute vu ça, peut-être avec Catherine aussi, je sais pas, mais c'est une pratique qui est très répandue en fait dans toutes les strates de la population vénitienne. Et là, dans ce collectif de pêcheurs, alors on pourrait se dire, ben voilà, les pêcheurs n'écrivent pas, les pêcheurs ne s'organisent pas. En fait, c'est vraiment pas le cas, parce que dans cette Mariegola, on peut travailler justement sur, par exemple, sur ces votes qu'on peut trouver. Alors, ce qui me fait le lien, ou ce qui me fait penser au lien du coup hein, avec ce vote de censure, c'est que les Vénitiens Mhm. votent très facilement pour une question, donc oui ou non, en gros. Ils soumettent des textes au vote, et puis ils votent pour un oui ou pour un non, et donc ils donnent leur voix hein, en disant s'ils sont d'accord ou s'ils ne le sont pas. Là, par exemple, sur D'accord. la double page que tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, en haut à Oui. gauche, on a du coup des... Bon, peu importe, hein, ils disent qu'ils vont ils mettent cette motion au vote. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais si vous Mhm. regardez en dessous, il y a marqué deux oui
numéro 56, de non, zéro, de non sincère, donc ne se prononce pas, zéro. D'accord. Donc, en fait, il y a ce type de vote hein, un peu partout dans la Marigola, ce qui me faisait penser un peu au contexte actuel. Et puis, dernière chose peut-être sur ce vote, Mhm. une autre idée je sais pas, proposer peut-être dans les nouvelles règles démocratiques que nous cherchons tous en ce moment. Mais les élections des représentants des pêcheurs ne se faisaient pas pour une personne, mais chaque D'accord. personne se présentait et les Vénitiens votaient oui ou non pour chaque personne. Celui qui l'emportait était celui qui avait gagné le plus de oui. D'accord. Donc en gros, là, bah, tu vois, sur la page que je vous montre ici, donc là, il y Mhm. a marqué les chefs qui furent ballottés, ça veut dire qui furent en ballotation, en fait, sont ceux du dessous. Et donc là, on a euh, voilà, enfin Pasqualino Franco, Gasparo Dabalao, etc., etc. Et donc de oui 143, de non 208, de oui 104, de non 245, etc. Et finalement, celui qui l'emporte, c'est celui qui a la petite croix là dans la marge, parce que D'accord. il a eu 199 oui et donc, c'est plus que tous les autres. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a voté pour lui, parce qu'il y a 149 personnes qui ont voté pour lui, qui ont voté contre lui. Et du coup, je trouve que c'est une forme démocratique assez intéressante de faire. Alors certes, il faut du temps, parce que si vous, si vous votez oui ou non pour chaque personne, c'est un peu... enfin voilà, c'est du temps. Mhm. Et donc, on a des pratiques démocratiques ici. Et puis, dernière chose, si vous avez regardé ces mariés gaulais, je ne sais pas si... ça, c'est la Mariegola des poissonniers, donc c'est pas la même, mais c'était juste pour vous montrer une représentation d'une assemblée de poissonniers que vous avez en bas. Donc avec celui qui rédige tout, hein, et puis tous ceux qui sont autour d'une table. Et c'est très très petit, mais on a tous les instruments du vote sur la table, avec toutes ces petites boules là de couleur. Et donc chaque boule de couleur veut dire oui, non, ne se prononce pas. Et c'est comme ça hein, que les Vénitiens votent. Ça me semble intéressant de vous montrer ça parce que d'abord c'est comme ça. Enfin, ces pratiques de vote, moi, elles m'intéressent beaucoup parce que on en parle beaucoup dans le Grand Conseil et pour les nobles vénitiens, mais en fait, on se rend compte que jusqu'aux pêcheurs, ce sont des pratiques qui sont tout à fait quotidiennes. Et puis, ce sont des pratiques qui en fait, qu'on voit partout et qu'on voit notamment dans les mariés gaulais. Et c'est grâce à ces mariés gaulais qu'on peut les étudier. Voilà. Donc, bon, enfin, pourquoi ça m'intéresse? Parce que la situation donc ce que tu dis, hein, la situation politique, économique et sociale de Venise, qu'en est-elle? C'est au XVIIIe siècle, Venise, c'est quand même une ville qui a beaucoup, beaucoup d'expérimentation, qui garde des formes d'expérimentation politique, économique et sociale très importantes. Peut-être que la question sur laquelle tu voulais m'emmener, c'est la question du déclin vénitien. Alors Euh, oui, finalement, c'est de remettre en perspective tes recherches par rapport ouais, à la Venise du... Alors, de fait, comme tu nous parles, tu nous as bien expliqué que tu faisais de l'histoire sur le temps plus long que le ouais, stricto sensu XVIIIe siècle, mais finalement, oui, entre la Venise que moi j'étudie plutôt 15e et toi mm, plutôt 18e, c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques événements qui sont passés, je pense entre autres ouais, à Lépante, et je oui. pense à ce long déclin vénitien qui aboutira à 1797, que tu as très rapidement brièvement mentionné lorsque tu parlais de la collection Correr, en mentionnant que voilà, la Sérénissime n'existait plus. Mm. Donc, cette fin de la Sérénissime en 1797. Donc, Alors moi, je suis pas, enfin, j'essaie d'employer de moins en moins cette idée de déclin parce que pour moi, en fait, c'est plutôt une redimension de l'influence de Venise. Donc c'est pas forcément un déclin au sens où on voit pas, ou en tout cas, moi, je pense que il faut, voilà, ouais, arrêter peut-être, ou en tout cas retrouver, complexifier cette idée de déclin parce que on n'est mhm, pas
dans la Venise des Lumières, du carnaval, où tout le monde est saoul du matin au soir, porte un masque. Et puis ce serait, en gros, ce serait Ibiza des nobles européens. Voilà, et il y aurait absolument personne qui ne vit dans cette ville. J'étais très très énervée il y a quelques années quand j'étais allée voir l'exposition sur Venise, une exposition sur Venise à Paris. Euh, Mhm, il y a eu un article dans Télérama où il présentait un tableau de Guardi où en fait c'était des Vénitiens qui regardaient le dépôt d'huile, donc le grand entrepôt des huiles, mhm. prendre feu parce qu'il y a eu un grand incendie au XVIIIe siècle et Guardi l'a représenté comme ça. Et Télérama disait à Venise, même les incendies sont une fête, ce qui m'a fait enfin, ce que j'ai trouvé terrible parce qu'en fait, c'est une ville où il y a 150 000 habitants, où il n'y a pas que des patriciens et des nobles qui viennent porter des masques, et où en fait, il y a une véritable activité et un dynamisme économique, politique, social, avec des pratiques démocratiques. Les patriciens sont toujours dans des moments, enfin, où ils siègent dans leur magistrature, ils prennent toujours des décisions. On sait depuis les années 80, au moins 70-80, qu'il y a oui, une sorte de dynamisme, même réformatrice hein, de Mhm. Venise. La Venise des Lumières, elle est assez connue. Elle a été étudiée par Pietro Venturi à Venise. Et puis, il y a un enfin, un énorme livre, une somme de Georges Gelin qui s'appelle La Venise des Lumières et qui montre toutes ces pratiques et toutes ces mesures qui ont été prises au XVIIIe siècle à Venise. Donc je ne pense pas qu'on peut parler de déclin. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Venise redimensionne, ou la puissance de Venise est redimensionnée, c'est-à-dire que elle est plus du tout une puissance en Méditerranée orientale, parce que son problème numéro un, c'est l'Empire ottoman. Et Oui, donc, elle a perdu beaucoup de territoire et elle n'est plus la flotte, parce que c'était quand même ça sa position, c'était une flotte commerciale qui proposait en fait ses services et qui en fait gérait un ensemble ou une grande partie du commerce de Méditerranée orientale. Et donc, ça, c'est vrai que ça existe de moins en moins. C'est une puissance tout de même adriatique. Et ça, dans l'Adriatique, c'est une ville qui garde, en fait, une république qui garde beaucoup d'attractivité, même si elle est concurrencée notamment par la création de ports francs en Adriatique, et notamment Ancône dans les années mhm. 1730 avec les États pontificaux, et puis de l'autre côté, Trieste avec l'État des Habsbourg qui aussi prend son essor à ce moment-là. Donc oui, elle est concurrencée, mais après en termes de flux et c'est plutôt en termes de part de commerce qu'elle est D'accord. redimensionnée. Mais après, ça reste une capitale économique assez dynamique. Il y a des réformes importantes dans les années 1760 qu'on voit, que ce soit dans les marchés du poisson ou ailleurs. Euh, on les voit. Donc en fait, ce déclin et cette ville moribonde, je pense qu'il faut la repenser un peu et essayer de la complexifier un peu parce que c'est pas exactement le cas. Oui, finalement, il y a une historiographie qui doit être réécrite et remettre en lumière les nouveaux travaux sur le sujet, très clairement. Oui, je pense que voilà, enfin, tu vois par exemple pour les marchés de la mer et pour le fait de légiférer sur la lagune, sur les grands travaux de la lagune, sur le commerce de la pêche, sur les ventes, etc. Jusqu'à avril, début mai 1797, on a des prises de décision par les magistrats vénitiens. Donc on n'est pas du tout avec des magistrats vénitiens qui auraient déserté, attendraient tranquillement les troupes de Napoléon. Enfin, on a pas mal de choses quand même qui continuent de se passer dans la ville, quoi. Voilà. Alors, nous avons intitulé l'émission Le Poisson et la République. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la place de l'économie de la mer dans le système vénitien au XVIIIe siècle? Ouais, alors c'est une place qui est particulière parce que je l'ai un peu dit tout à l'heure, enfin pour moi, c'était un marché presque annonaire, quoi. C'est-à-dire que Mhm.
la consommation de poissons est très importante à cette époque-là. Alors, on n'a pas énormément de chiffres, mais on a quand même certains indices. Un premier indice, c'est que j'ai trouvé dans les magistrats donc, qui gèrent le commerce du poisson, notamment dans la ville, et qui s'appelle la Giustizia Vecchia, la vieille justice. Mhm. En 1765, ils ont un avis de calcul et ils disent il va y avoir une pénurie de poissons parce qu'on n'arrive plus à faire arriver le poisson. Et comme on évalue la consommation du poisson frais à Venise à... Alors, ils ont plusieurs chiffres. Ils parlent de libre et on ne sait pas si c'est des libres grossi ou des libres sottili. Mais bon, ils évaluent ça entre 600 et 900 grammes par habitant et par semaine. Ce qui est une consommation qui est très forte, qui est beaucoup plus forte que celle qui a été pensée à Marseille, à Rome Mhm. à la même année, enfin à la même époque. Donc, bon, il y a quand même beaucoup de choses qui montrent hein, que c'est un marché qui est très développé. C'est aussi un marché qui est très développé en termes de qualité, c'est-à-dire qu'on peut trouver un poisson, un des poissons les plus chers, par exemple en 1760, c'est l'esturgeon. Et ça coûte comme le D'accord. café. C'est à peu près 52 sous la livre. Donc c'est très cher. Et en revanche, on peut trouver des sardines à 1 sou la livre et c'est moins cher que des abats, c'est moins cher enfin que plein de choses sur le marché. Donc en fait, on a une consommation qui est très large euh, Mhm. dans ce poisson de la République. Et pourquoi ça m'intéresse ce poisson et la République? C'est parce que je pense que c'est vraiment une consommation un peu démocratisée, quoi. C'est-à-dire que vraiment beaucoup de gens mangent du poisson. Ce qui n'était pas vraiment connu avant parce que si on s'intéresse qu'au circuit officiel, il y a assez peu de choses en fait en termes de volume parce qu'il y a Mhm. beaucoup de choses qui sont gérées par les communautés en dehors de tout circuit officiel. D'accord. Voilà. Et donc, le problème, c'est que, enfin, moi, dans ma thèse, il a fallu aller voir des archives un peu éparpillées. Par exemple, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur la viande ou sur la consommation de viande, mais parce qu'à Venise, c'est assez facile. Il y a les provveditori, il y a les beccarie, donc les Mhm. producteurs aux boucheries. Et donc, on a un fonds qui, spécifiquement, nous parle beaucoup de la viande et de la consommation de cette viande. En revanche, Alors, pour nos auditeurs et auditrices, je me permets de t'interrompre. Provéditeur, oui, pardon. provéditeur représentant de l'autorité de l'État, Ouais, si on résume en quelque sorte. oui. J'avais moi-même les provveditori dei condottieri au XVe Voilà. siècle, les représentants de l'État auprès des condottières. Donc c'est vraiment Ouais. une charge qui existe sur le long terme de la République. Mais voilà, pardon. Non, non, mais t'excuses pas parce qu'en fait, c'est vrai, c'est des, en fait, ce sont des magistrats qui sont, qui ont des missions spécifiques. Donc, provveditori ai condottieri, provveditori alle beccarie, provveditori ai boschi, au bois, Mhm. au sel, voilà. Mais il n'y a pas les provveditori al pesce. Ça n'existe pas. D'accord. C'est hyper intéressant finalement cette distinction entre spécifiquement la pêche et le reste, le commun finalement. Ouais. Donc, Euh, Moi, enfin, mon hypothèse, c'est que beaucoup de ce marché est informel. Et donc, en fait, il y a une partie qui est contrôlée, et notamment les prix. Voilà, 1 sou la sardine, 52 sous tel ou tel poisson, etc. Mais il y a quand même beaucoup de circuits qui sont des circuits un peu de subsistance, de survie, et qu'on voit notamment à travers les procès qu'on voit à travers des représentations parfois de petits pêcheurs qui vont vendre quelques coquillages, etc. mhm. Voilà, mais il y a très peu de chiffres, quoi. Il y a très peu de chiffres. Après, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent nous montrer ou nous donner quelques idées sur cette étendue du marché de la mer ou des marchés de la mer. C'est la place, par exemple, du nombre de pêcheurs dans la lagune. Parce que Oui. dans les années 90, 1790, pardon, dans les années 1790, on a à peu près, les Nicolotis sont à peu près 1000, 1200. Mhm. Mais les pêcheurs de Burano, ils sont évalués à 4000 par les magistrats. Ah oui.
et ceux de Chioggia à 10 000. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions, oui. Non, mais c'est surtout que tous ces pêcheurs-là, alors évidemment, ils le font pas. Mais tous ces pêcheurs-là seraient censés alimenter le marché vénitien. Donc Bien sûr. ça donne une idée, en tout cas, de l'importance que les magistrats se représentent de ce marché comme un marché dont il ne faut pas qu'il y ait une rupture d'approvisionnement, quoi. Ça, pour le coup, dans les sources, c'est important de le signifier. Et puis, peut-être le deuxième indice, c'est la capacité des paniers et des viviers. Alors ça, Mhm. je peux vous montrer très très rapidement. Enfin, j'ai ouais, deux photos que je vous avais mises. Alors malheureusement, on n'a pas de représentation, mais là, par exemple, sur la tartane que je vous ai mise là, donc c'est une photo très mal prise par mes soins, je suis désolée, mais bon, c'est au Museo Storico Navale di Venezia, et donc c'est une tartane qui date du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e, de Chioggia. Mais ce que vous pouvez voir là en bas, c'est des sortes de viviers, c'est un vivier en fait. Et Mhm. donc, a priori, il y avait plusieurs viviers comme ça attachés un peu partout autour des bateaux de pêche. La deuxième chose, c'est ici, bon, c'est une carte postale. Voilà, il faudrait expliquer la manière, enfin, pourquoi est-ce qu'elle a été prise et qu'est-ce qu'on veut représenter, etc. En revanche, moi, ce qui m'intéresse ici, on n'a pas de représentation du XVIIIe siècle, mais c'est l'ampleur que prend les viviers qu'il peut y avoir sur les canaux. Et ces viviers-là, c'est souvent des viviers ronds pour des anguilles. Et on sait qu'au XVIIIe siècle, par exemple, les viviers comme ça pouvaient contenir environ 100 kilos de poissons. D'accord. Et quand on a des tartanes qui arrivent avec des paniers qui font environ 100 kilos et ils en ont 40, ben, c'est des Oui. chargements qui sont très importants. Donc, voilà, ces quelques indices euh, montrent que c'est un marché qui fonctionne, qui est un peu, qui est important en fait hein, dans l'alimentation des Vénitiens. C'est aussi pour ça que tu me dis les marchés de la mer au pluriel, c'est finalement à la fois ce côté un peu officiel, très informel, Ouais, alors démultiplié. c'est gentil de poser la question parce que c'était hyper dur de trouver ce titre et je sais pas encore si ça marche, mais en tout cas, les marchés de la mer pour moi, c'était effectivement pluriel. D'abord parce qu'il y a des marchés formels, informels. Après, parce qu'il y a des marchés selon les espèces, et ça c'est intéressant pour moi, c'est-à-dire qu'il y a un marché pour les anguilles, il y a un marché pour les espèces qui grandissent dans les pêcheries vénitiennes, il y a un marché pour le poisson des tartanes, il y a un marché pour les coquillages, il y a un marché pour plein de choses différentes. Donc ça c'est important. Et puis Mhm. le titre Les marchés de la mer pour moi, c'était aussi pour essayer de montrer à quel point les Vénitiens au XVIIIe siècle, avec tout cet aspect plus libéral des marchés, ont un peu marchandé la mer et donc ont aussi, ça devient un vrai marché au sens où on l'entend nous, alors que c'était plutôt un circuit de subsistance au départ. Oui, on passe vraiment sur l'aspect très économique Oui, de... enfin, c'est vraiment l'histoire de l'organisation et de l'exploitation des ressources et de leur redistribution. Et c'est très clair dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Les communautés se vident progressivement de leur pouvoir politique au profit de quelques membres de la communauté qui ont les bateaux, qui ont les salariés, qui ont les pêcheries et qui vont ben, faire leurs règles, leurs propres règles du jeu, quoi. Alors, j'ai une question de Pauline 260-805 sur le chat. Mhm. Quel lien entretenaient les Mariagolais avec le gouvernement concernant les droits de pêche? Alors, les mariégolais, c'est les manuscrits où le gouvernement va écrire. Donc, en termes de droit de pêche, ils vont être inscrits dans la Mariegola quand les communautés de pêche et les gouvernants vont se mettre d'accord sur des zones de pêche. Ce qui est très clair pour les communautés de pêche, c'est qu'ils ont ce que moi j'appelle, mais c'est un peu long à expliquer, mais en fait, ils travaillent sur des communs. C'est-à-dire que, en gros, les droits de pêche, et on n'en a pas encore parlé, ils reposent sur la mer ou la haute mer en Adriatique. Et là, les Vénitiens considèrent que vraiment
un espace qui est inépuisable. Il n'y a aucun problème avec la mer. Enfin, on ne peut pas épuiser la mer au XVIIIe siècle. C'est une des grandes différences avec aujourd'hui. En revanche, la lagune est complètement fragile et épuisable. Et donc, ce que les magistrats et ce que le gouvernement vénitien a produit, c'est une législation pour que pour que des espaces de la lagune soient réservés aux pêcheurs de communautés. Ça veut dire que les pêcheurs de Chioggia ont leur zone lagunaire pour pêcher, que les pêcheurs de Burano aussi, que les pêcheurs de San Nicolo aussi. Donc ce sont des communs au sens où c'est des communs qui sont utilisés par la communauté, qui n'appartiennent pas à la communauté et qui font l'objet d'un règlement très important entre les magistrats et les communautés de pêche autour de ça. Et par exemple, pour être plus précis sur ça, dans les Mariégolais, on voit des luttes entre les communautés parfois pour des bassins. C'est très clair entre Chioggia et les Nicolotti, par exemple, où le gouvernement là joue le rôle d'arbitre dans les utilisations de ces communs et le jugement rendu dans la Mariegola des Nicolotti qui dit tel espace doit rester pour l'usage exclusif de la communauté des Nicolotti, par exemple. Ça allait dire presque ils ont leur zone économique exclusive au sein de la lagune, mais Oui, un petit peu, c'est vrai. en quelque sorte. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Je sais pas si je alors, réponds à la question, j'espère, mais enfin, faut pas hésiter à redemander si c'était pas clair. la Pauline répond, d'accord, merci beaucoup. Donc, merci Solène. Je Ok. vais passer à une question qui va peut-être paraître un peu vague, mais finalement, sans mauvais jeu de mots, qu'est-ce qu'un poisson? Parce qu'elle a commencé à préciser qu'il y avait différents types de poissons, les Ouais, anguilles, les sturgeons, la sardine, mais qu'est-ce qu'un poisson dans l'acception vénitienne au XVIIIe siècle? ouais. Alors, pour les Vénitiens, un poisson, c'est une catégorie d'aliments issus de la mer qu'on peut manger. Donc, c'est des animaux de la mer qu'on peut manger. Donc, ça veut dire que pour les Vénitiens, mais même aujourd'hui en Italie, en fait, hein, pour ceux qui connaissent l'Italie, il y a un menu pêché ou un menu carné aujourd'hui. Et c'est Mhm. le menu pêché, il peut y avoir n'importe quoi dedans. Des coquillages, des crustacés, des poissons d'eau douce, des poissons d'eau de mer, etc. C'est exactement pareil pour les Vénitiens. Donc, l'idée du poisson, c'est vraiment l'aliment, enfin, ou l'animal qui devient aliment et qui est issu de la mer, enfin, qui en tout cas a été produit dans la mer et collecté par les Vénitiens. Et c'est une sorte de catégorie juridique un peu, c'est-à-dire que en fait, ça suit pas la nomenclature des naturalistes, voilà. On met poisson, coquillage, crustacés à l'intérieur et ça donne la catégorie poisson. En revanche, il y a une chose qui n'est pas du poisson pour les Vénitiens à cette époque-là, c'est que toute cette catégorie, c'est du poisson frais, alors Oui. qui peut être salé pour des besoins de mobilité, enfin de déplacement, donc pour les faire Mhm. arriver, par exemple, parfois, si c'est depuis la Dalmatie, par exemple, on peut les saler, voilà, rapidement. Mais le poisson qui a été conditionné, salé, qui n'est pas méditerranéen ou qui vient de très loin, il n'a même pas le nom de poisson en fait. Ils les appellent dans les sources, ils les appellent les salés, comme les salés ou petits salés, enfin voilà, D'accord. les produits salés, comme les viandes salées en fait. Et donc Oui, là, tout ce qui est produit de salaison, enfin, produit de il me salaison, semble. le poisson perd son nom, quoi. C'est D'accord. plus du poisson pour les Vénitiens, en tout cas pour les magistrats. Ça, c'est quelque chose qui est important à souligner, ouais. C'est un autre point intéressant et qui est en lien avec la thématique de notre saison de Sa coule de source qui est dédiée aux circulations mobilité. Ouais. C'est que tu as mentionné bel et bien la mobilité dans un point de vue à la fois commercial et alimentaire. Donc, euh, la pêche ne s'effectue pas uniquement dans la lagune, elle s'effectue aussi dans l'Adriatique et le long des côtes. Oui, c'est ça. Alors, pour répondre à ta question, je crois que je vous avais trouvé une carte, mais en gros, la pêche, elle va donc se faire un peu dans l'Adriatique ou dans la lagune.
Mhm. Et du coup, en fait, cette pêche, elle rentre ici par une des bouches de la lagune. Enfin, en tout cas, tout ça, tout l'Adriatique Nord, en fait, le flux, il arrive par ici. Le flux de Chioggia, puisque vous avez mis le lien et je vous en remercie, il arrive plutôt par le sud, hein. Et Mhm. ensuite, il converge, en fait, vers le Grand Canal. Donc, en fait, le poisson va remonter le Grand Canal pour aller jusqu'à Rialto. D'accord. La criée vénitienne, c'est à Rialto. C'est-à-dire que tout le poisson qui est pêché à l'extérieur de la lagune doit passer par la criée Mhm. pour être taxé et pour être vendu aux poissonniers. Et donc, en fait, la criée vénitienne, c'est vraiment Rialto, alors que se développe une halle de poissons à San Marco. Je peux vous montrer ça très rapidement, mais donc Oui. sur le plan là que je vous ai montré, en fait, donc les halles de poissons sont ici, et si j'agrandis, vous voyez, là, il y a le pont de Rialto, donc il faut passer le pont de Rialto, et là, ici, on arrive à ce qu'ils appellent la Pescaria, ici. Et la criée, on suppose que c'était ce bâtiment ici. Donc c'est un bâtiment en D'accord. fait où rentrent les lots, les lots sont pesés, examinés, etc. et vendus aux poissonniers. Et si j'ai 3 secondes, en fait, pour les Vénitiens, c'est une criée silencieuse pour utiliser une Ça expression change d'aujourd'hui, oui. voilà, assez étrange, parce qu'on ne crie pas. En fait, les lots sont présentés aux poissonniers. Et ensuite, c'est un magistrat, un officier, en fait, l'officier du Palo, donc de la criée qui s'appelle le Palo à Venise, qui est chargé d'aller autour de tous les poissonniers qui sont intéressés et les poissonniers leur murmurent le prix à l'oreille. Mhm. Qu'ils chuchotent le prix qu'ils veulent mettre pour pour les lots. Et après avoir reçu en fait toutes les propositions, le magistrat proclame celui qui est le plus cher pour le lot. Et c'est expliqué dans les textes vénitiens, mais l'objectif, et on revient sur ce marché un peu marché annonaire, l'objectif c'est que les prix n'augmentent pas. Donc, qu'il n'y ait D'accord. pas de surenchère et que les gens n'augmentent pas les prix au-dessus. Mais donc, du coup, l'idée, c'est que les poissonniers doivent donner un prix sans connaître les autres prix autour dans le lot. Donc, on est ici au cœur de Rialto. Mais progressivement, en fait, dans les circuits informels, par exemple, se développe. Donc, ici, si je remets la carte, vous voyez, on Mhm. est ici, là, le long de la place Saint-Marc. Donc, à Saint-Marc, vous avez sans doute vu tous ces jardins, là, derrière. Enfin, si vous y étiez, ces jardins derrière. Il y a la grande place, et puis après, la petite place. Et puis là, c'est la grande place des Vaporetto, enfin, des Vaporetti. Et en Juste derrière la fait, Marciana. voilà, exactement, juste derrière la Marciana. En fait, la Marciana, elle est hors écran, là. Ici, Mhm. c'est l'hôtel de la Monnaie, la Zecca. Et ici, en fait, c'est tous les greniers à blé, les greniers à farine, etc., qui ont donc été détruits pour faire un grand jardin au cours du 19e siècle. Mais tout ici, en fait, c'est la zone où se développe une nouvelle halle de poissons. Et c'est dans cette zone aussi qu'il y avait un contrôle du produit, enfin de la fraîcheur des produits de poissons qui pouvaient arriver de l'Adriatique. Et donc ça, c'était assez intéressant pour moi parce que si je reprends la carte que je vous ai montrée, il y a un premier contrôle aux portes. On leur demande ce qu'ils apportent, etc. Ensuite, ils arrivent devant Saint-Marc, ils ont un contrôle d'hygiène, de, Mhm. de fraîcheur du produit et ensuite un contrôle économique pour vendre à la criée à Rialto. Donc c'est un peu le parcours du combattant. Et en règle générale, dans les sources judiciaires, il y a beaucoup de gens qui disent mon bateau est trop gros pour aller jusqu'à Rialto, donc je m'arrête avant. Il y a des gens qui disent ah bah je connais pas les règles parce que je suis extérieure au marché, donc voilà. Il y en a d'autres qui disent j'ai été assailli de petites barques de pêcheurs dans la lagune et j'ai vendu tout avant d'arriver à Rialto, donc je n'ai plus rien, etc., etc. Donc on a beaucoup de justifications comme ça de pourquoi les pêcheurs ne vont pas jusqu'à la criée. Alors, de fait, tu as anticipé la question que j'allais te poser sur est-ce Ah, que tu pouvais nous retracer le parcours d'un poisson de ah la bah voilà. pêche jusqu'à la vente? Ouais. Mais ton propos me fait venir une autre question, c'est tu as parlé d'un côté des pêcheurs et de l'autre des poissonniers. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement nous réexpliquer la distinction que tu fais entre les deux? Oui. En fait.
À Venise, il y a une corporation des poissonniers, et là pour le coup, c'est un collectif au sens réduit, donc on peut appeler corporation, mais qui est un collectif assez particulier pour Venise, c'est-à-dire que ne peuvent être poissonniers que les pêcheurs qui ont plus de 50 ans et qui ont travaillé de la pêche pendant 20 ans et qui sont vénitiens. Donc de San Nicolo, que vous avez là, ou de Poveglia, des Poveggioti, parce que c'est les deux communautés qui sont sur Venise. Donc tous ceux de Murano, de Burano et de Chioggia ne sont Mhm. pas concernés par cette législation. Mais du coup, l'idée pour le gouvernement vénitien, c'est vraiment de dire il y a des pêcheurs qui ont travaillé toute leur vie, qui sont fatigués et qui ont le droit de rester sur les places de marché à vendre du poisson parce que ça, c'est moins fatigant. Donc c'est une sorte de corporation de retraités un peu une sorte de retraite de la mer. Mhm. Euh, L'idée, en tout cas, elle est donnée comme ça. Après, dans mon livre, je montre bien que c'est pas si simple que ça et que c'est aussi une distinction sociale, en fait, cette corporation des poissonniers. Et quand on a parlé du nombre de pêcheurs partout dans la ville et dans la lagune, les poissonniers, ils sont jamais plus d'une centaine, en fait, dans la corporation. D'accord. Donc c'est assez prestigieux. Enfin, on a là une sorte d'élite de Venise. Et ce sont les seuls qui, normalement, ont le droit d'acheter en gros et de revendre au Mhm. détail. D'accord. Tous les autres doivent revendre ou leur propre poisson ou le poisson de la communauté, mais dans des situations très particulières. Là, ce sont les seuls et c'est pour ça qu'on les appelle, les poissonniers, on les appelle i compravendi pesce. Donc, c'est acheter, enfin, achat, vente de poissons. Donc, c'est eux qui achètent en gros et qui revendent au détail et qui ont les étals sur les halles. Alors, finalement, on revoit à quel point le poisson occupe une place importante, à la fois dans l'économie et dans le quotidien des Vénitiennes et des Vénitiens, puisque Rialto, c'est le cœur de la lagune, c'est le cœur de Venise. Ouais, Euh, me vient une autre question finalement, je vais revenir au Mariagole, pour revenir un peu à la source. pas de problème. Euh, Finalement, cette Mariagole des pêcheurs, enfin, ces Mariagole des pêcheurs ou des poissonniers, tu nous disais qu'on pouvait les retrouver dans toutes les communautés de métier. Et Oui, que deuxième question, c'est est-ce que cette distinction entre la lagune elle-même et le reste du territoire vénitien, enfin, du moins au niveau du Dogato, pour parler vraiment de la partie lagunaire, ouais. tu la retrouves, tu l'as déjà vu dans d'autres cas. Ouais, non, en fait, et c'est pour ça qu'en fait, je pense que mon sujet est assez intéressant, mais là, on rentre dans des considérations plus d'histoire de la mer, ou d'histoire des Oui. ressources de la mer. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand j'ai essayé de regarder comment fonctionnaient les marchés que j'étudiais, euh, je n'ai pas trouvé d'équivalent à Venise dans d'autres métiers. C'est-à-dire que, en règle générale, on sait très bien que les statuts des corporations et les corporations, c'est vraiment une histoire urbaine, quoi. Enfin, c'est une Oui. histoire de la ville, etc. Or, là, dans moi, ce que je voyais des collectifs qui étaient considérés comme des propres corporations à leur échelle, c'est-à-dire que Chioggia, par exemple, la communauté de Chioggia, elle pourrait être considérée comme la corporation des pêcheurs de Chioggia, sauf qu'en Mhm. fait, ils interviennent sur le marché vénitien. Donc, D'accord. c'est pas, c'est assez particulier. Et c'est en élargissant, en fait, non pas en faisant des comparaisons avec Venise ou avec d'autres métiers, d'autres corps de métier, que que j'ai trouvé des choses qui pouvaient m'aider, mais c'est plutôt en allant voir ce qui se passait ailleurs pour le commerce de la pêche dans d'autres villes. Et il Mhm. s'avère en fait que ces ressources de la mer, en fait, elles donnent toujours une forme particulière, spécifique, juridique à ces communautés de pêche. C'est-à-dire que ce sont toujours des communautés qui sont liées à des territoires urbains, parce qu'elles sont toujours implantées, que ce soit à Marseille, que ce soit à Naples, que ce soit ailleurs. On a des fortes communautés implantées dans des territoires urbains. En revanche,
Et d'ailleurs, les pêcheurs sont rarement considérés comme une population urbaine, en fait, en histoire, mais clairement, c'est plutôt des populations urbaines. Mais en revanche, ce sont des collectifs qui sont souvent considérés comme des collectifs très autonomes, assez éloignés du pouvoir, assez en gestion un peu autonome de ces ressources de la mer. Et en fait, ces ressources de la mer, elles sont effectivement très peu gérées jusqu'au XVIIIe siècle, sauf dans des zones lagunaires. Dans les zones lagunaires, en fait, comme à Venise ou comme dans le sud de la France, il y a quelqu'un qui a un doctorat en ce moment qui s'appelle Elias Burgel, qui fait un doctorat fantastique sur ces zones lagunaires du sud de la France et qui montre bien ça aussi, c'est-à-dire que on est sur des zones tout à fait balisées, connues et gérées alors que la mer l'est beaucoup, beaucoup moins. En effet, en effet. Mm. Nous avançons tranquillement vers la fin de l'émission, donc je te propose de passer à la dernière partie. Euh, Comment Ok. finalement est-ce que tu as constitué ton corpus d'études? Nous avons vu qu'il était à la fois vaste. Ouais. Quelle a été ta méthodologie pour le constituer? Euh, alors, en fait, sur le corpus, moi, j'étais partie au départ, je me suis inscrite en thèse, comme quoi on peut faire des choses un peu différentes, mais je me suis inscrite en thèse avec un projet qui était d'étudier les marchés alimentaires Mhm. de Venise au XVIIIe siècle. Pour me rendre compte qu'évidemment, c'était complètement impossible dans la mesure où il y avait beaucoup trop de choses. Et j'ai commencé à feuilleter un peu les choses, à regarder la bibliographie, etc. Et je me suis dit, il faut que je rentre dans le sujet par un produit. Et petit à petit, en lisant les sources, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses sur le poisson et je trouvais pas de bibliographie dessus. D'accord. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que on est quand même dans une lagune. Bon. Il y avait beaucoup de petits articles d'historiens locaux, enfin d'histoires locales, de comment est-ce que ont été, je sais pas, organisées les pêcheries d'anguilles, etc. Donc ça, c'était hyper utile pour commencer. En revanche, il y avait pas de thèse sur cet aliment-là qui me semblait en plus avoir une position particulière pour les magistrats que j'étais allée voir. La Giustizia Vecchia étant en fait la magistrature qui gère tous les marchés de la ville. Et en fait, du coup, j'ai un peu testé ça avec des collègues, avec des profs, etc. J'ai finalement compris qu'il y avait quasiment rien sur le sujet. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je me lance là-dedans. Et comment faire pour me lancer dedans? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi le poisson dans les sources. C'est-à-dire que je me suis constituée une Tu as page. remonté ton fil de pêche. Ouais, ouais, voilà, c'est On ça, peut je suis allée à la pêche. continuer. Et donc, du coup, toutes les archives qui me parlaient de poissons, je les intégrais dans le corpus en me disant, bon, il y a plein d'acteurs, il y a plein de lieux, il y a plein de choses, je ne sais pas très bien comment le gérer, mais j'essaye de voir comme ça apparaître des choses. Et donc, j'ai vu apparaître les communautés. Donc là, je suis allée me renseigner, j'ai cherché des choses sur les Mhm. communautés. J'ai vu apparaître des pêcheries et je suis allée me renseigner sur comment ça fonctionnait, etc. Mais ce magma documentaire qui arrivait un peu de partout, j'ai, je l'ai, j'ai essayé de le discipliner dans deux directions, c'est-à-dire que j'ai toujours gardé cette idée de vouloir créer une forme de biographie de poisson. Mon idée, Mhm. c'était de savoir qu'est-ce qui, enfin, de me mettre à hauteur vraiment des ressources marines et de me dire de leur naissance à leur mort, qu'est-ce qui se passe sur leur chemin en fait. Parce que je pouvais pas faire de l'histoire sociale classique parce que sinon j'aurais manqué une partie des acteurs qui étaient intéressants dans ce circuit. Je voulais pas faire une histoire des institutions par le haut parce que ça m'intéressait pas vraiment. Et donc, j'ai Mhm. fait de l'histoire environnementale par le produit que j'utilisais, par l'animal que j'utilisais. Voilà. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire comme ça. Et en termes de méthodologie, euh, j'ai privilégié l'étude de ces acteurs en action. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire de l'histoire pragmatique au sens de pas relever ce que les gens sont, mais ce qu'ils font au moment où ils le disent. Donc, ça m'intéresse pas trop, en fait, un pêcheur qui dit je suis un pêcheur de, etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est de le voir
au cours d'un procès, dire j'étais en train de pêcher tel truc avec tel instrument. Et donc, Oui, j'essaie de tenir, en fait, enfin, de retenir des individus en action, en sachant que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les archives comme les Marié-Gaulet ou la production d'archives, pour moi, c'est une action, enfin, c'est une négociation. C'est enfin, l'idée de voir une négociation, quoi. Donc voilà. Et du coup, comme j'ai privilégié l'action, j'ai beaucoup utilisé les sources de la Giustizia Vecchia qui me proposaient pas mal de choses, et notamment des procès, disons, mineurs. Voilà, mhm, parce que les procès très utilisés à Venise, c'est les procès vraiment criminels. oui. Euh, Là, moi, je me suis intéressée aux procès où le poisson n'est pas frais, ou les pêcheurs sont pas au bon endroit, ou enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, j'ai trouvé une quantité de procès qui étaient passionnants à lire et passionnants à étudier. Oui, finalement, par manque de temps, c'est vrai que nous n'aurons peut-être pas le temps d'évoquer autant que prévu Ouais, cette dimension d'histoire judiciaire aussi que tes sources se permettent d'apporter. Donc, je renverrai les auditeurs et les auditrices vers ton livre qui est accessible en open access ouais. via Open Edition Books. Nous mettrons le lien dans la bibliographie. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières au cours de tes recherches? Bah, la difficulté, c'était la masse documentaire à laquelle je m'attendais pas. Hmm. euh, et la manière de les intégrer dans quelque chose qui soit cohérent. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a préoccupée au départ parce que j'arrivais pas trop à comprendre comment le faire. Et c'est donc en essayant, enfin, en me disant que j'allais faire une biographie de Poisson que ça s'est un peu arrangé. Mais au départ, c'était compliqué. Et la deuxième difficulté vraiment très importante et sur laquelle j'essaie de travailler en ce moment, mais j'ai du mal, c'est vraiment le silence assez perturbant, je dois dire, de mes sources sur les femmes. Oui, Euh, Parce que tout le monde a en tête la figure de la poissonnière, évidemment. Mais que la poissonnière vénitienne n'existe pas dans les sources que j'étudie. J'en ai, c'est hyper intéressant. ouais, j'en ai aucune. Parce qu'on sait très bien qu'à la même époque, les poissonnières parisiennes, londoniennes, j'ai pu les étudier dans le cadre de mon postdoc, elles sont partout, elles sont importantes. Enfin voilà, il n'y a aucun problème. À Lyon aussi, à Marseille, enfin on les voit partout à la même époque. Or, à Venise, c'est comme si elles n'existaient pas. Et donc je les cherche encore. C'est assez particulier pour moi de penser que c'est quelque chose qui n'est pas possible de travailler. Mais pour le moment, je n'ai pas accès à ce monde féminin. Donc voilà, donc je continue à essayer de creuser les choses. J'essaie d'aller voir d'autres types d'archives aussi. Les archives paroissiales, etc. Mais c'est vrai que après tous les textes littéraires et toutes les représentations qui sont mises en lumière au XVIIIe siècle, il n'y a aucune femme nulle part. Voilà. Ça amène à de futures passionnantes recherches. Ouais. Bah, il faut Donc, trouver, il et faut je te trouver des souhaite choses de dans le trouver cadre. littéralement de trouver la femme, Ouais. de faire, que tu puisses faire remonter les femmes dans tes filets Oui, et que tu pourras les mettre en lumière également. Euh, je pourrais en revenir à Christiane Clapius-Zuber, mais finalement, comme elle a réussi à le faire avec les Florentines, avec les Mm. livres avec les Hortense, et donc les livres de famille, et à travers l'ensemble de ses recherches. Oui, oui, bah, Et je pense donc, que c'est ça qu'il faut faire. pardon, Non, non, je te disais. Ma- mais je ne peux qu'approuver. Je ne peux qu'approuver. Euh, Ma toute dernière question finalement pour clore ce live, j'invite les auditeurs et auditrices qui le souhaitent à nous poser leurs questions. On va se réserver un tout petit temps avant la toute fin du live pour pouvoir y répondre. Sinon, vous pourrez nous les faire parvenir. Vous pourrez normalement sur Twitch, dans la description de ce live, vous avez le lien vers le serveur Discord de Sa Coule de Source sur lequel vous pouvez retrouver euh, une communauté finalement qui s'est formée autour de nos live Twitch et que nous vous invitons à rejoindre avec grand plaisir. Est-ce que tu as des recommandations bibliographiques à nous faire pour dire de compléter, de continuer à parcourir cette histoire des marchés de la mer?
Bah, j'en ai beaucoup, mais quand tu m'as posé la question en amont, j'ai essayé de réfléchir un peu. Mhm, Euh, je vais donner trois orientations, mais qui sont pas des orientations du tout exhaustives et vous allez pouvoir trouver plein de choses. Donc voilà. Mais sur l'histoire de Venise, cette histoire sociale de Venise et cette histoire des Vénitiens un peu ordinaires, du quotidien vénitien et non pas du carnaval ou alors des patriciens. Je pense qu'il faut vraiment lire les travaux de Claire Jude de la Rivière. oui. J'ai mis les trois les plus importants pour moi, enfin en tout cas en ce moment et notamment dans les choses que moi je lis. La révolte des boules de neige, c'est assez, enfin ça a quelques années déjà et c'est plutôt bien connu, mais bon c'est quelque chose qui est intéressant, notamment dans la manière dont fonctionnent les îles de la Lagune. Donc ça c'est vraiment chouette. Mhm, Et puis, Claire a sorti deux ouvrages l'année dernière et cette année, donc que je vous recommande vraiment. Le premier, c'est L'ordinaire des savoirs, et c'est quelque chose sur lequel moi j'ai pu un peu travailler avec elle aussi, mais c'est vraiment cette idée de ce que partage la population en termes de savoir, d'organisation de la société, de manière d'être à l'espace dans cette société urbaine. Et enfin, c'est passionnant, donc je vous le recommande. Et puis là, il y a 2, 3 mois, elle a sorti un nouveau livre qui s'appelle Vénitien, Vénitienne, la traversée d'une ville. Et c'est un livre qui est particulier. On suit en fait un crieur public dans toute la ville. Le fil rouge, c'est le plan de Jacopo de Barbari, que un peu tout le monde connaît au XVIe siècle, avec cette grande fresque vénitienne. Et donc, mhm. en fait, elle fait un chapitre par espace où ce crieur public s'arrête pour essayer de donner à voir la Venise de 1520 au moment du crieur public. C'est assez passionnant, ça se lit très bien, c'est vraiment facile. Et ça montre bien cette Venise quotidienne, quoi. Et c'est ça, je pense, qui nous tient à cœur à toutes les deux. Une autre recommandation bibliographique, c'est évidemment la Somme qui est sortie il n'y a pas très longtemps d'Elisabeth Crouzet-Pavant sur Venise. Alors c'est 6e, 21e siècle, donc il y a plein de choses. Mais ces collections, elles sont la collection Belin, elles font de ce livre déjà un objet en soi assez magnifique. Il y a énormément de choses à consulter, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça jette des pistes hein, pour l'histoire sociale et environnementale que nous, on continue derrière. Et je pense que c'est un chantier qui va grandir de plus en plus. Il y a pas mal de chercheurs italiens, j'ai pas osé mettre de la bibliographie en italien, mais il y a pas mal de chercheurs italiens qui travaillent en ce moment sur la lagune vénitienne, etc. Et puis moi, je prépare un article dessus, mais ça, c'est des choses, je pense, qui vont se développer. Et puis, quelque chose de tout à fait différent et peut-être plus pour les historiens ou pour les doctorants, etc., qui veulent travailler plutôt sur les marchés de la mer, sur l'histoire de la pêche. Il y a quand même le dernier numéro, enfin le dernier, pas le dernier, mais de l'année dernière, des Annales, un numéro spécial sur les sociétés maritimes et sur les mondes de la pêche, notamment avec une introduction historiographique très bien faite de mon collègue Romain Granchet, qui travaille aussi, il va sortir incessamment sous peu son livre issu de sa thèse, lui aussi, qui a travaillé sur les pêcheurs au XVIIIe siècle, mais de Normandie. Et D'accord. Normandie est le nord de la France. Et donc, lui, il a vraiment, dans ce numéro des Annales, il a fait une introduction sur l'état de l'art, de ce qu'on sait sur les marchés de la pêche. Donc, plutôt que de vous donner plusieurs titres, je vous renvoie à son introduction, puisqu'elle est très bien faite. Et comme ça, vous aurez un beau panel. Voilà. Écoute, Catherine a complété en mettant les différents liens en parallèle dans le chat. Et bah, parfait. Donc, pour les auditeurs et auditrices qui souhaitent d'ores et Ouais, déjà commencer à faire leur petit stock pile à lire pour les prochains jours. Comme il n'y a pas d'autres questions, il me souhaite à te remercier, Solène, pour avoir merci à vous. accepté de participer à cette émission. Question de dernière minute. Ah, allons-y, allons-y. C'est Question toujours de pareil. dernière minute à la volée. Pauline 260-805, toujours. Quel impact le commerce du poisson a-t-il eu sur l'économie de la République de Venise au XVIIIe siècle? Ouh, mais ce n'est pas une petite question. Euh, Ça dépend par où on se place. Je pense que un impact économique, c'est pas grand-chose parce que les taxes, par exemple, sur les marchés du poisson sont parmi les plus faibles du marché.
Donc les recettes que l'État peut prélever sont minimes par rapport à ça. Et ça continue, enfin, ça renforce mon hypothèse de marché annonaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup le taxer. C'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup à la République. En revanche, l'impact social, on voit très bien dans les sources que les magistrats sont tout à fait concernés par l'approvisionnement et ont très peur qu'il y ait une rupture d'approvisionnement. Donc, j'ai l'impression que ils ont aussi peur de mouvements sociaux, de foule, en cas de rupture d'approvisionnement. Donc, je pense que l'impact là sur la vie quotidienne des Vénitiens est bien plus importante que l'impact économique ou la recette de la République de Venise en termes économiques. Voilà. Et puis en termes politiques, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur ces mécanismes où on voit un peu le droit en train de se faire, le droit sur les ressources en train de se faire entre les acteurs professionnels et le monde institutionnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut bien travailler à Venise, un peu partout, mais dans la République, ça a l'air d'être quand même la norme, c'est-à-dire d'avoir des échanges importants sur lesquels on peut travailler parce que Venise a laissé des traces plus importantes sans doute qu'ailleurs du fait de la durée des magistratures qui était très faible et donc les magistrats avaient tendance à écrire et à faire beaucoup de bilans comparé à d'autres espaces où vous pouviez avoir quelqu'un qui reste en place pendant 10 ans ou 15 ans. C'est une réponse assez rapide, il y aurait plein de choses à dire, mais j'espère que ça ira. S'il y a besoin de précisions supplémentaires, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On pourra toujours compléter avec des échanges informels. Et Pauline a trouvé le sujet très intéressant et nous remercie pour le live. Donc, Merci beaucoup, merci Kevin. à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce dernier live de 2024. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons l'année prochaine, en 2025, avec Victor Barabino et nous parlerons des relations entre combattants et divinités en Scandinavie médiévale du 9e au 14e siècle. Belle soirée à toutes et à tous et à bientôt parce que l'histoire et les SHS, ça coule de source. Belle soirée! Au revoir.